Salam alaikum. Bonjour, mes chers confrères, c'est un plaisir de se retrouver même en virtuel. Hypertension et diabète, eh bien, c'est on va dire un couple infernal. Une hypertension, un diabète, et comment les présenter? J'ai pensé à les présenter comme Mr. and Mrs. Smith parce que c'est un couple infernal et il casse tout à son passage. C'est vraiment catastrophique. Et la question d'aujourd'hui qu'on se pose, eh bien, est-ce qu'il y a une combinaison gagnante qui va essayer de neutraliser les effets dévastateurs du diabète et de l'hypertension combinés? Donc, le diabète, lorsqu'il est mal équilibré, avec une hémoglobine glyquée qui monte, quand l'hypertension artérielle n'est pas contrôlée, tous ces facteurs vont aboutir, entre autres, bien sûr, à une hypertrophie du ventricule gauche. Cette hypertrophie du ventricule gauche va contribuer, elle, à des complications cardiovasculaires, événements cardiovasculaires comme l'AVC, l'infarctus ou une artériopathie des membres inférieurs. Et classiquement, on dit que si le patient survit à tout ça, le diabétique survit à tout ça, eh bien, ça finira par une insuffisance cardiaque qui est l'ultime et la plus fréquente des complications du diabétique hypertendu. Alors, eh ben, on commence avec un petit cas. Je dis petit parce qu'on ne va pas rentrer dans les détails. C'est un monsieur de 60 ans qui a 12 ans de diabète et qui a un cholestérol élevé. Et c'est à peu près à 2,7 grammes par litre de cholestérol total, mais il n'a pas de maladie ni rénale, pas d'atteinte rénale, pas d'atteinte coronaire connue et pas de complications. Son médecin trouve 14,9 de tension et il demande est-ce que c'est les mêmes chiffres que vous trouvez à la maison? Notre patient de 60 ans dit ah non, je trouve moins, je trouve en général 13,5, mais 13,5 à 14 et la minima, toujours moins de 8. Alors, la question de mon patient, est-ce que j'ai une hypertension, docteur? Et là, bon, il est diabétique, il a entre 13,5 et 14 de systolique, tout le temps à la maison, et on a bien vérifié, c'est important. La première réaction que j'aurai si ce malade me pose la question, je lui dirai, eh bien, regardez, euh, ici vous avez 14,9, mais à la maison vous avez plus de 13,5. Et si vous avez plus de 13,5, ça s'appelle une hypertension. Mais j'ai quand même une question à vous poser. Est-ce que votre appareil de mesure, est-ce qu'il mesure au bras ou au poignet? Parce qu'au poignet, ils ne sont pas très fiables. Mais si vous avez un bon appareil validé qui mesure au bras, ça me suffit pour poser votre diagnostic d'hypertension artérielle, puisque plusieurs fois, plusieurs semaines, vous trouvez des chiffres entre 13 et 14 de systolique. Voilà, c'est ma réponse. Eh bien, les seuils de l'hypertension artérielle, c'est les recommandations de 2018. Entre parenthèses, on aura de nouvelles recommandations très bientôt. Eh bien, qu'on ait un diabète ou pas de diabète, pour les cardiologues européens, ça ne change rien à la définition au seuil de l'hypertension artérielle. Eh bien, à partir de 14,9, on parle d'hypertension quand on a moins de 80 ans et plus de 80 ans à partir de 16,9. C'est les seuils de définition d'hypertension artérielle. Maintenant, venons-en à notre patient de 60 ans. Il a
une HTA de grade 1, puisque la systolique au cabinet est à 14, mais à la maison, elle est 135. Et entre 135 et 140, c'est un grade 1. La question, ce n'est pas le mode de vie. On sait qu'il doit absolument suivre un mode de vie sain, régime et activité physique, mais au-delà, est-ce que je commence un médicament tout de suite à mon diabétique hypertendu qui a 13,5 de tension à la maison? C'est ça la question. Alors, les recommandations nous disent il va falloir le commencer immédiatement si votre malade est à haut risque cardiovasculaire ou très haut risque cardiovasculaire, ou s'il a une maladie cardiovasculaire déjà diagnostiquée, ou une maladie rénale, ou s'il a une HMO2, ça veut dire Hypertension Mediated Organ Damage, c'est-à-dire atteinte des organes cibles. Si mon patient a l'une de ces cinq situations, je vais immédiatement au traitement. Sinon, eh bien, j'attendrai 3 à 6 mois de mode de vie, c'est-à-dire je vais lui dire, monsieur, راح دير لا مارش كل نهار تمشي على الأقل نص ساعة في النهار بعد من الملحة etc. Et le régime que l'on connaît, l'activité physique, et on reconsidère après 3 à 6 mois. Donc, ce que je sais pour mon malade qu'on vient de voir à l'instant, il n'a pas d'atteinte des organes cibles, on l'a dit. Il n'a pas de maladie cardiovasculaire, on l'a dit, pas d'atteinte rénale non plus. La question qui reste posée, à laquelle je n'ai pas répondu, est-ce qu'il est à haut risque ou très haut risque, ou il n'est pas à haut risque, il peut être à risque modéré, diabétique à risque modéré, ce qui changerait beaucoup. Alors, est-ce qu'il est à modéré, élevé ou très élevé? Si on se réfère aux recommandations, le risque modéré en haut, c'est un diabète de moins de 10 ans et pas d'atteinte des organes cibles. Et vous voyez, si le diabète a plus de 10 ans, il est à haut risque. Mais on ne peut pas le classer à très haut risque. Notre malade n'est pas très haut risque parce qu'il n'a aucune de ces situations, pas de maladie cardiaque, pas d'atteinte des organes cibles, fonction rénale est bien. Eh bien, mon malade, notre malade, est à haut risque cardiovasculaire. Donc, ce qu'il va falloir faire, immediate drug treatment in this patient. Je commence le traitement tout de suite à mon patient. Eh bien, vous allez me dire, eh bien, comme en endocrinologie, en diabétologie, quand vous allez commencer un traitement, vous dites mon hémoglobine glyquée est à tel seuil, je veux la descendre à tel seuil, en combien de temps, et quelle arme je vais utiliser. En hypertension, on doit se poser la même question. Je suis à 13,5 à la maison, 14 au cabinet, et je dois la baisser entre 12 et 13. Vous l'avez vu, c'est la recommandation, regardez là. L'objectif où je dois aller, diabétique ou pas diabétique, c'est pareil. Je dois aller à moins de 13, mais ne pas descendre en dessous du 12. Si mon malade a moins de 65 ans, s'il a plus de 65, je me contente d'une tension entre 13 et 14. Donc, mon patient de 60 ans, diabétique ou pas, doit avoir comme objectif une systolique entre 12 et 13. Or, il est à 13,5, donc je dois baisser d'un point, au maximum 1,5 point, pas plus. Et en ce qui concerne ceux qui ont une atteinte rénale, quel que soit leur âge, l'objectif tensionnel est entre 13 et 14. C'est le même objectif que ceux qui ont plus de 65 ans. Tous ont comme objectif entre 13 et 14 et la diastolique
entre 7 et 8. Voilà. Donc, mon malade, je dois baisser sa tension qui est à 14 au cabinet, 13,5 à 14 à la maison, je dois le baisser à une valeur entre 12 et 13. Ça veut dire que je n'aurai pas besoin de fortes armes thérapeutiques. Eh bien, voici les recours européennes qui ont été mises à jour en 2020. Et d'un autre côté, donc entre 12 et 13 pour lui, et les Américains qui nous disent moins de 13,8, quel que soit l'âge. Eh bien, il y a cette mise à jour donc de 2020 qui reprend à peu près la même chose à moins de 65 ans, moins de 13,8, mais plus de 12,7. Voilà. Et on va le contrôler après 3 mois. Donc, j'ai envie de dire que mon malade, vu que je dois baisser que de 1 point, au maximum 1,5 point, je vais utiliser une monothérapie. C'est ce qui est logique. Mais regardez les recommandations. On doit considérer la monothérapie in low risk grade 1 hypertension. Ça veut dire, lorsqu'on a une HTR de grade 1, comme lui, une systolique moins de 15 comme lui, mais regardez le début de la phrase, low risk, c'est-à-dire si la personne est à faible risque. Ça veut dire que ce malade, s'il avait moins de 10 ans de diabète, qui n'a pas de complications, que son risque est faible, ou s'il n'était pas diabétique carrément, eh bien, avec les mêmes chiffres de tension, je n'aurais pas commencé le traitement. Ou j'aurais donné une monothérapie après les 3 mois. Je ne commence pas au début, je donne 3 mois de mode de vie, essayez de faire le régime d'activité physique. Au bout de 3 à 6 mois, s'il a toujours la même tension, eh bien à ce moment-là, je commencerai une monothérapie. Par contre, je dis bien par contre, ce malade-là n'est pas à faible risque. Donc, il n'y a pas de monothérapie chez lui dans cette situation. Et regardez l'autre situation, on utilise la monothérapie chez les personnes très âgées, au-delà de 80 ans, ou fragiles. Donc, pour résumer, monothérapie, acheté à grade 1, systolique moins de 15, et faible risque cardiovasculaire. Ou bien, personne âgée plus de 80 ans ou fragile. C'est les conditions pour la monothérapie. Notre malade ne fait pas partie de ces catégories puisqu'il est à haut risque cardiovasculaire. Donc, on est amené à commencer chez lui à initier une bithérapie, c'est-à-dire avec 2 médicaments, système rénine plus calcique ou diurétique, pour initier dans le même comprimé. C'est ça les recommandations chez lui. Et vous voyez le petit encadré qu'on a vu tout à l'heure, c'est les situations où on ne donnera pas la monothérapie. Mon malade doit être sous bithérapie en un seul comprimé, ou bien système rénine calcique ou système rénine diurétique. Mais le mot d'ordre, single pill combination. Alors, quelle est la combination, winning combination, la combinaison gagnante, c'est laquelle? Eh bien, la mise à jour des recours européennes par l'International Society of Hypertension en 2020, voilà ce qu'ils nous disent. La winning combination is, la combinaison gagnante, c'est A plus C. A, c'est système rénine, C, c'est calcique. Donc, c'est la combinaison de choix, sauf pour certaines personnes qui auront besoin de commencer de préférence par système rénine plus diurétique, c'est A plus D. Quelles sont les personnes qui doivent commencer par A plus D? Donc, système rénine diurétique, c'est les personnes qui ont fait un AVC, les personnes très âgées,
les personnes en insuffisance cardiaque et celles qui ne tolèrent pas les calciques. Voilà. Donc, on commence par dual low dose combination. Donc, commencer par la combinaison des deux médicaments à faible dose, calcique. Et quand on dit calcique, c'est écrit à gauche, c'est non-dihydropyridine, c'est l'amlodipine de préférence. Et s'il n'y a pas d'amlodipine disponible à ce moment-là, les non-dihydropyridines. Le système rénine, lequel va-t-on choisir? C'est ça un petit peu une autre discussion, mais aujourd'hui, je dis à mon malade, tu as 60 ans, tu es à haut risque cardiaque parce que tu as un diabète qui a plus de 12 ans, tu as une HTA grade 1, tu dois commencer une bithérapie, système rénine calcique. Voilà. Ceux qui devraient être sous calcique et diurétique, combinaison gagnante, c'est les patients de race noire. Et faites attention quand vous utilisez la spironolactone concernant la clearance et la kaliémie, mais vraiment, la spironolactone, vous le voyez, c'est en étape 4 dans l'HTA résistante. Donc, monsieur, vous avez besoin d'une bithérapie dans le même comprimé système rénine et calcique. Monsieur refuse. Monsieur refuse. Il dit وانا عندي 13 ونص وبغيتي دغيا تعطيني جوج حبات ديال الدواء جوج دوايات في حبه واحده. لا انا غندير ريجيم ونرجع نديرها 6 شهور. Eh bien, normalement, il aurait dû être sous système rénine et amlodipine. Malheureusement, il ne veut pas et il revient 3 mois après. Alors, qu'est-ce qu'il y a de particulier? C'est qu'il est dyspnéique. Et à l'échographie, il y a une HVG, sa fraction d'éjection est normale et il y a une albuminurie. Le rapport albumine-créatinine est à 100 mg par gramme et sa filtration glomérulaire qui était normale, maintenant est à 58 millilitres par minute. Je vous pose la question, quel diagnostic peut-on évoquer? Et j'ai en tête 3 diagnostics devant cet hypertendu diabétique qui commence à faire de la dyspnée. Le diagnostic le plus fréquent, qui n'est peut-être pas le plus redoutable, mais le plus fréquent, si vous avez en tête un, bon, alors regardez, c'est celui-là, insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. C'est très fréquent chez les diabétiques, obèses, hypertendus, c'est vraiment le profil. Donc, mes amis confrères endocrinologues, eh bien, toujours rechercher devant une personne qui a une dyspnée, des signes d'insuffisance cardiaque, une turgescence des jugulaires, un gros froid cardiaque avec un reflux hépato-jugulaire, ausculter les poumons, rechercher les signes d'insuffisance cardiaque. Et si vous avez le moindre doute, eh bien, comme c'est très fréquent, doser le BNP, ou plus précisément le NT-proBNP. S'il est élevé, ça va vous mettre directement en confiance dans le diagnostic d'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, surtout qu'il a une HVG. Envoyez le malade à votre cardiologue correspondant pour une écho et recherche de signes qui sont présents dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, entre autres l'HVG, la dilatation de l'oreillette gauche, la dysfonction diastolique et bien d'autres choses que va rechercher le cardiologue. Mais le pro-BNP, s'il est positif, c'est formidable, vous êtes dans la bonne voie. Mais attention, si le BNP est normal, ça n'exclut pas l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. Je prends 1 minute pour vous dire que mon patient diabétique qui a une hypertension et obèse, 60 ans et plus, il a tous les critères pour avoir une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. Voici les critères les plus fréquents reproduits par les guidelines. Et je prends 1 minute pour le BNP.
pour vous dire que dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite, c'est-à-dire le cœur est dilaté, voilà, comme le cœur du milieu, lorsqu'il est dilaté, eh bien, ce qui déclenche l'élévation du BNP, c'est la tension pariétale, c'est-à-dire l'étirement des fibres myocardiques. Eh bien, quand il y a cet étirement, on sait que le BNP va monter. Par contre, à droite, quand vous avez une HVG, comme notre patient, eh bien, même si la pression est élevée dans le ventricule gauche, qu'elle peut donner une hyperpression dans l'oreillette gauche et même donner un OAP dans les poumons, même s'il y a une forte pression. L'étirement des fibres myocardiques, c'est-à-dire la tension pariétale, n'est pas augmentée comme dans la dilatation. Et vu que la tension pariétale n'est pas augmentée, le BNP peut être normal. Méfiez-vous des BNP normaux si la personne est essoufflée, diabétique, obèse, qui a tout le profil adressé à votre cardiologue correspondant. Maintenant, le choix du médicament qu'il va falloir prescrire, on a dit pour le calcique, l'amlodipine, mais pour le système rénine, on a beaucoup de choix. Et je commence par les IEC, et comme beaucoup de confrères me posent souvent la question, voici un petit peu sur la base des études des IEC, ceux qui sont intéressants dans quelle situation. Et vous voyez que la plupart ont donné de bons résultats à travers les études et que les patients à haut risque, vous voyez, il y a ramipril, perindopril, et maintenant, quand il y a HVG, lisinopril, post-infarctus, vous avez des bonnes indications des IEC dans chaque pathologie. Pour mon patient, je vais vous montrer la même slide, mais avec les ARA2. Regardez. Voilà. Donc ça, c'est les ARA2. Et vous voyez dans les différentes situations, mon malade a une albuminurie, une clairance qui commence à diminuer. Eh bien, vu que le losartan et l'irbesartan marchent très bien dans la micro et au passage vers la macro, et j'ai en tête les IDNT et IRMA2 avec l'irbesartan, et j'ai en tête avec l'étude rénale avec le losartan, et donc avec l'irbesartan, IRMA2 et IDNT qui ralentissent la progression de la micro vers la macro et de la macro vers l'insuffisance rénale. Donc, j'opterai chez mon patient plutôt vers une combinaison ou losartan amlodipine ou irbesartan amlodipine dans le même comprimé. Single pill combination. Voilà. Donc, mon patient, je vais le mettre sous cette combinaison et je voudrais vous dire, est-ce que vous pensez à autre chose qui peut expliquer cette situation-là de dyspnée qui est arrivée en 6 mois, en dehors de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, toujours devant une dyspnée d'effort chez un diabétique, pensez à la maladie coronaire. Et il y a des examens spécifiques sans arriver à la coronarographie. Il faut l'éviter, surtout que la fonction rénale commence à se détériorer. Eh bien, ça va du coroscanner quand le risque est faible aux tests d'ischémie comme la scintigraphie ou l'écho de stress, en sachant que chez lui, l'écho de stress, vu qu'il est obèse, on aura probablement beaucoup de mal à visualiser. En tout cas, c'est une autre discussion. Troisième et dernière hypothèse chez mon patient, eh bien, j'attends un petit peu vos remarques. C'est la plus fréquente situation. C'est la plus fréquente d'une dyspnée chez un diabétique. Ah, je vous donne un indice. Vous trouvez que sa tension artérielle a grimpé. Deuxième indice, vous l'avez sous les yeux, sa fonction rénale se détériore.
Et si vous n'avez pas encore le diagnostic, je vais vous dire que le malade vous dit, ça fait 6 mois que j'ai une sciatique affreuse et que je prends des anti-inflammatoires. Posez la question, s'il vous plaît, à tous vos malades, est-ce que vous n'avez pas pris d'anti-inflammatoires chaque fois qu'il y a une dyspnée? Parce que la dyspnée, elle est aussi respiratoire avec la prise d'anti-inflammatoires qui déclenche les crises de sibilant. Donc, ça peut déclencher des sibilants et donner la dyspnée. L'anti-inflammatoire peut élever la tension artérielle, aggraver la fonction rénale. Bien sûr, on ne parle pas du côté digestif. Donc, on garde en tête ces 3 diagnostics de dyspnée chez l'hypertendu diabétique. Et je terminerai juste par dire que chez mon patient, eh bien, au cours de la journée, la tension artérielle, même si elle ne dépasse pas 13,5, 8,5 ou normalement, et que parfois, la nuit, elle peut monter, et c'est ou à cause d'une apnée, ou les diabétiques, et il est diabétique, ou les insuffisants rénaux, et il est insuffisant rénal légèrement, ou insomniaque, ou forte consommation de sel. On peut faire de l'hypertension nocturne, se réveiller au petit matin et faire son AVC au petit matin. Très important, demandez un holter tensionnel parce que, comme pour votre hémoglobine glyquée, vous pouvez avoir des bonnes mesures de glycémie pardon, vous pouvez avoir une bonne hémoglobine glyquée, alors que si vous faites un suivi au cours de la journée, vous verrez qu'elle va monter et descendre. La tension peut monter et descendre beaucoup. Et donc, un holter de tension est très important. Par exemple, ici, ça montre l'hypertension nocturne. Voilà. Ma conclusion, elle est là. Faites attention. Faites un holter tensionnel chez ces gens-là. Et dernière slide, mon malade est à très haut risque cardiovasculaire parce que justement, il a une microalbuminurie avec dégradation de la fonction rénale qui est à 58 de clearance. Il est à très haut risque, donc LDL très bas à 0,55. On oublie souvent d'aller très fort chez le patient diabétique. Dernier mot, les nouvelles recos d'HTA, on les attend depuis 5 ans, depuis 2018. Elles vont arriver le 26 juin, dans une semaine, Inch'Allah, nouvelle reco d'HTA et probablement un nouveau couple infernal et probablement une nouvelle combinaison gagnante. Et merci.